Et c'est maintenant Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvian. Aujourd'hui, ce n'était plus du cinéma de Donald Hoenig. Figurez-vous que j'ai traversé tout le continent, depuis Hollywood, ma bonne ville, pour arpenter ce soir les petites rues de Parkfield. Avant ça, j'ai passé 5 ans en investigation, enquête quasi policière, correspondance, coup de téléphone, pot de vin, voyage aux 4 coins de l'Amérique, pour en fin de compte débarquer à Parkfield, mission accomplie. Enfin, presque. Ouais, je dis presque parce que je l'ai retrouvé. Maintenant, il faut aller jusqu'au bout de mon plan. Ce qui prouve, s'il en était besoin, que c'est pas si facile que ça de disparaître, de partir sans laisser d'adresse un beau jour comme ça. Pour peu que quelqu'un de tenace se mette en tête de vous retrouver, il vous retrouve. Et moi, je l'ai retrouvé. Ouais, j'ai ce soir la certitude de toucher enfin au but. Je sais qu'elle est là, à Parkfield. Je sais qu'elle est, en somme, ce soir, dans la même ville que moi. Enfin, si on peut appeler Parkfield une ville. Elle, c'est l'unique, l'insaisissable. C'est Darla McQuay. Oui, vous avez bien entendu. L'ex-star Darla McQuay. Est-ce que je la reconnaîtrais seulement? Madame, il y a 5 ans que je ne l'ai pas vue. Ça compte, 5 ans. 5 ans. Depuis le jour J où, sans un mot d'explication, la star Darla McQuay a quitté Hollywood, abandonnant brusquement une carrière au top niveau, comme ça, en plein milieu d'un tournage. Ouais, elle a disparu sans un mot, dans la nature profonde. Certains ont prétendu que c'était de l'esbrouf publicitaire, mais non, moi j'avais fleuri autre chose. Quand le producteur de cinéma, J.J. Millerman, avec qui elle était sous contrat, a appris la nouvelle de sa disparition, il a bien évidemment contacté la police. Mais peine perdue. Darla avait bel et bien disparu. Bien sûr, il y a eu une enquête, mais sans résultat. En fait, rien n'interdit à qui que ce soit de renoncer à une brillante carrière pour se fondre dans la nature. C'est son problème. Et s'il n'y a ni plainte, ni cadavre, eh ben, ça s'arrête là. J.J. Millerman, il a fait un raffut de tous les diables, comme bien vous pensez, mais pour des prunes. Car Darla McQuay n'a jamais reparu. 5 ans ont passé. 5 ans. Je me demande si Darla se souviendra de moi. La dernière fois qu'on s'est vus, elle et moi, c'était à une de ces fameuses soirées un peu orgiaques que le producteur J.J. Millerman organisait dans son immense appartement. C'est au cours de cette soirée que la jeune starlette Audrey Elliott, ivre d'alcool et de drogue, est tombée par la fenêtre du 15e étage. Une soirée mémorable, croyez-moi. Je me rappelle encore J.J. Millerman sortant de la chambre tragique en gueulant « J'y étais pas, personne ne pourra dire que j'y étais !» Moi, je suis allé voir dans la chambre. Darla McQuay était debout, pâle comme un linge, au milieu de la pièce. Elle regardait la fenêtre ouverte avec horreur. Et puis, sans un mot, elle a quitté l'appartement et on ne l'a plus jamais revue. L'enquête a conclu au suicide de la starlette, l'alcool, la dope. Mais personne n'a été dupe. Hein. À cette époque, j'étais un jeune journaliste, plein de talent, plein de pureté, d'idéal, d'ambition. Il me reste que l'ambition. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Faut tellement de fric pour vivre décemment, quoi. Ça m'a coûté un paquet de fric, vous savez.
Mais maintenant, je sais où crèche la belle Darla. Je sais même à présent qu'elle se fait appeler Hélène Starbuck. Marrant, non? Je sais même exactement son adresse. Après avoir cassé une petite croûte dans un bistrot, je remonte en bagnole et je fonce à l'endroit qu'on m'a indiqué. C'était à l'autre bout du patelin, dans un quartier minable. L'immeuble où elle habite est vieux, délabré. En enfilant un couloir nauséabond, je repense à la magnifique villa que Darla habitait à Hollywood il y a 5 ans, du temps de sa splendeur, avant l'incident dont elle a été le témoin, c'est bien évident. Sur les boîtes aux lettres, il y a des noms. Ah, je lis le sien, Hélène Starbuck. L'ennui, c'est qu'il n'y a que ça. Il n'y a que son nom, il n'y a pas d'autre indication, il n'y a pas d'étage, il n'y a rien. Aussi, je frappe à la première porte venue. Et c'est marqué dessus, Monsieur James... J'arrive pas à lire. Spener. Voilà, Monsieur James Spener. Il y a un petit mec qui m'ouvre. Il a l'air très agité. Excusez-moi, Monsieur Spener, je cherche la chambre de Madame Hélène Starbuck. Vous voulez plutôt dire Darla McQuay, monsieur? Alors là, je suis scié. 5 ans d'enquête, 5 ans de recherche, de voyage, de coups de téléphone, et voilà que le premier imbécile venu a percé son incognito. Mais qu'est-ce que vous me dites là, Monsieur Spener? Ah, bien sûr, monsieur. Elle prétend qu'elle s'appelle Hélène Starbuck, mais la ressemblance n'est pas trop frappante, et surtout pour un spécialiste comme moi. Tenez, entrez, monsieur, entrez. Et il m'offre d'entrer dans sa chambre, alors j'entre. Et une surprise de taille m'attend dans la pièce du type. En effet, je viens d'entrer dans le temple à la gloire de Darla McQuay. Le moins qu'on puisse dire est que ce monsieur Spener lui voue un culte. Il n'y a pas un centimètre carré de mur sans une photo de Darla, un article de Darla. Hein? Qu'est-ce que vous en dites, monsieur? Tenez, regardez cette photo-là, vous voyez? Ça, c'est ma préférée. Cette photo a été prise au cours du tournage du Brave Rangeur. Vous vous souvenez de ce film? Vous savez, à la fin, quand le bandit entraîne la fille dans les bois, au moment où il s'apprête à la tuer, eh ben, vous vous souvenez? Il y a le fiancé de la fille qui arrive par derrière, qui tue le bandit. Alors celle-là, c'est ma préférée, vous voyez? C'est un cinglé, ce Spener. Je suis tombé sur un authentique foot cinéma. 5 ans de recherche pour rencontrer un amoureux transi de Darla McQuay. Bon, on parle à ça une autre fois, si vous le voulez bien, monsieur Spener. En attendant, pouvez-vous m'indiquer la chambre de Madame Starbuck? C'est la chambre en face, monsieur. Mais c'est Darla McQuay, monsieur. Vous verrez ce que je vous dis. Ah, y a pas à dire. Les idoles de l'écran, passées ou présentes, sont immortelles, même si elles ne survivent qu'à travers de vieilles photos collées sur les murs délabrés d'un taudis. Je traverse le palier et je frappe à la porte d'en face. Un instant plus tard, la porte s'ouvre. Cinq ans de fuite à travers le pays, 5 ans. Que restera-t-il de Darla McQuay? Et pourquoi cette fuite? C'est ce que vous apprendrez dans quelques instants. Non. Que je pense en voyant la femme qui m'ouvre la porte. Non, non. Jamais je ne l'aurais reconnue en la croisant dans la rue. Mais où sont les neiges d'antan? Son regard, la limpidité de son regard, sa personnalité si douce et si ferme à la fois, sa chevelure. Où s'est passé tout ça? La femme qui me regarde dans l'embrasure de la porte n'est plus qu'une fleur blonde vilainement fanée. Sa mémoire est intacte. Elle me reconnaît immédiatement. Que désirez-vous, Ronald? Je peux entrer, Darla? Bien sûr. Elle s'efface et je pénètre dans une chambre tellement minable
qu'on se croirait dans le décor minable d'un film minable à budget minable. Qu'est-ce que vous voulez, Ronald? Une histoire, Darla. J'ai lu vos articles pendant pas mal d'années, Ronald. Vous écrivez bien, enfin, vous écriviez bien. Malheureusement, il n'y a guère d'histoire à obtenir de moi, Ronald, ni d'interview, non. Vous n'allez pas me repêcher ici et me faire ressurgir du royaume des ombres pour me livrer en pâture à vos charognards, non, Ronald, non. Je peux m'asseoir, Darla? Merci. Vous savez, c'est pas ma faute, moi, si la charogne se vend bien. Je suis comme tout le monde, j'aime l'argent. Voyez-vous, Darla, j'ai fait un long voyage pour vous retrouver. J'ai une excellente affaire à vous proposer. Excellente pour vous, pour moi, pour mon éditeur. Mon éditeur m'a autorisé à citer un chiffre, un très gros chiffre. Il y a beaucoup d'argent à la clé, Darla. Beaucoup d'argent. Ma vie n'est pas si intéressante, Ronald. Elle ne vaut pas tant d'argent. Détrompez-vous, Darla, détrompez-vous. Ce que vous pouvez me raconter, au contraire, est du plus haut intérêt. Vous vous souvenez de cette jeune starlette qui s'appelait Audrey Elliott? Oui. Vous vous en souvenez sans aucun doute. Vous étiez présente le soir où elle est tombée du 15e étage. Nous y étions tous les trois. Vous, moi et J.J. Millerman, le producteur. Une tragédie que les journaux appelèrent malheur ou suicide. N'était-ce pas un suicide, Ronald? Allez savoir, Darla, allez savoir. Peut-être pourriez-vous me le dire, vous. Quand je suis entré dans la chambre, Millerman en sortait précipitamment. Et vous étiez près de la fenêtre ouverte, à deux doigts de tourner de l'œil. Vous étiez allé vous repoudrer dans la salle de bain. Or, la salle de bain communiquait avec une pièce. Cette pièce, c'était la chambre de la fille. Vous vous êtes trompé de porte. Bon, ça arrive. Et vous étiez bien, par erreur, je vous l'accorde, dans la chambre quand le drame s'est produit. Comment se fait-il que vous soyez au courant de cela, Ronald? Simple déduction, ma chère. Il y a toujours, dans un journaliste, un détective qui sommeille. Ça m'est tombé immédiatement sous le sens. Vous aviez été témoin d'une scène qui vous a soit bouleversé, soit inspiré une terreur folle. Assez, en tout cas, pour abandonner Hollywood et une brillante carrière. Assez pour vous enfuir en brouillant les pistes, pour aller vous enterrer vivante dans des taudis comme celui-ci. Qu'attendez-vous de moi, Ronald? Pourquoi ne me laissez-vous pas à ma solitude? Nous y voilà. Eh bien, cher Darla, comme vous savez, J.J. Millerman est un grand, très grand producteur. Il a toujours été un grand producteur, mais il est en passe de le devenir plus que jamais. Seulement, il n'a pas que des amis. Vous voyez ce que je veux dire? Or, quelqu'un de puissant, de très puissant, veut sa peau. Et ce quelqu'un paie très cher, Darla, pour le voir passer sur la chaise électrique. Ce quelqu'un m'a d'ailleurs signé un chèque en blanc. Je peux mettre dessus 800 000 $, $1 million. Il n'y a absolument rien à craindre, Darla. Quand tout sera terminé, si tel est votre bon plaisir, vous pourrez retourner directement à votre vie obscure, mais d'un style un peu plus luxueux tout de même. Vous en aurez les moyens, hein? Non, Ronald. Millerman est trop fort, beaucoup trop fort. Darla, toute la question est là. Pendant pas mal d'années, Millerman a foulé aux pieds et opprimé bien des gens de tous acabits. Et ce soir-là, il vous a épouvanté à tel point que vous avez choisi la fuite et la misère. N'est-ce pas, Darla? Allez, nous le tenons! Elle continue à regarder dehors en mordillant son index replié. Une lueur indéfinissable traverse son regard. Je vais y réfléchir, Ronald. Revenez demain, voulez-vous? Vous n'avez pas l'intention de fuir cette nuit, Darla? Mystère, Ronald, mystère. Vous verrez bien, n'est-ce pas? Revenez demain.
En quittant son taudis, je m'aperçois que je suis suivi. Le petit tout à l'heure, le fou de cinéma, l'amoureux transi, le môme Spener. Il se dégonfle pas, il m'aborde. Mais monsieur, qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Vous allez pas l'emmener, hein? Non, sûrement pas, monsieur Spener. Elle veut partir, mais je m'efforce de l'en dissuader. Dites-nous, à propos, pourriez peut-être me rendre un petit service? Oui, tout comme moi, vous voulez qu'elle reste à Parksfield, hein? Près de vous. Elle y est heureuse ici, et puis, vous lui plaisez beaucoup. C'est vrai, monsieur? Elle vous l'a dit? Mais bien sûr qu'elle me l'a dit. Bon, écoutez-moi bien. Tout ce que je vous demande, c'est de surveiller sa porte et de la suivre discrètement si elle s'en va. Elle risque d'être en danger. Alors si elle s'en va, vous me téléphonez à mon hôtel, hein, au Parksfield Hotel. L'amoureux transi observe la consigne avec vigilance. Inutilement d'ailleurs, car dans les heures qui suivent, Darla ne quitte pas sa chambre. Elle doit ruminer mon offre, dame. 800 000 $, ça fait rêver, quoi. Je suis sûr qu'elle en a marre de la vie qu'elle mène. Je suis sûr qu'elle est lasse de cette vie absurde, de cette chambre misérable, de ces privations continuelles. Pourquoi est-ce qu'elle continuerait à s'imposer un tel sacrifice, hein? Pourquoi? Pour permettre à ce porc de Millerman d'échapper à la justice? Non. Non, il est temps pour elle d'avoir le courage de témoigner devant le grand jury et d'envoyer cette fripouille de Millerman sur la chaise électrique. C'est ainsi que, j'imagine, elle a passé sa nuit à ruminer. Quoi qu'il en soit, le lendemain matin, dès l'aube, elle frappe à ma porte. Elle m'annonce que pour soulager sa conscience et aussi pour les 800 000 $, elle va raconter toute l'histoire dans les moindres détails. L'histoire criminelle du siècle. Et elle me raconte l'histoire. Ce soir-là, à cause d'une terrible migraine, elle est entrée dans la salle de bain et elle s'est trompée de porte en voulant sortir. Elle a assisté à la scène, une scène terrible. Elle a d'abord perçu des bribes de conversation, et puis une voix féminine, suppliante, et une voix d'homme, bourrue, forte, violente. Audrey Elliott et Gigi Millerman. Audrey Elliott était à demi vêtue, une robe en lambeaux, et Millerman s'avançait vers elle, ivre, décidé. La fille avait peur, très peur, elle le suppliait, et lui la giflait à toute volée. Audrey reculait, puis brusquement, Millerman l'a poussée violemment. Et la môme est tombée par la fenêtre. C'est à ce moment-là que Millerman s'est aperçu de la présence de Darla dans la pièce. C'est cette nuit-là qu'elle a reçu, vers 4 heures du matin, un coup de téléphone qu'elle n'oubliera jamais. C'est après. Darla, c'est bien vrai. Vous allez tout dire, vous n'allez pas vous rétracter à la dernière minute? Vous allez tout révéler au tribunal? Elle me jure qu'elle va tout dire, sans oublier le moindre détail. Ainsi, ce vieux bandit de Millerman avait raison. Il avait vu juste, une fois de plus. Il était, voyez-vous, là, il était persuadé qu'un jour ou l'autre, pour peu qu'on vous en donne l'occasion, vous parleriez, vous révéleriez ce que vous avez vu. Savez-vous, cher Darla, que depuis 5 ans, ce pauvre Gigi Millerman ne dort pas à cause de vous, qu'il ne mange pas, que depuis 5 ans, il ne se passe pas 1 heure sans qu'il ne tremble à la pensée que vous puissiez réapparaître et tout raconter. C'est pourquoi, voyez-vous, cher Darla, il y a 5 ans que Gigi Millerman m'a offert 800 000 $ pour que je vous retrouve et que je vous ôte à tout jamais l'envie de raconter votre histoire. 800 000 $, Darla, pour moi, pas pour vous. 800 000 $ pour avoir enfin la certitude de votre silence éternel. La môme Darla est blanche comme un linge. Elle n'a même pas la force de crier. Alors, le plus tranquillement du monde, comme au cinéma, je sors mon 45, muni d'un silencieux. Désolé, Darla,
Mais là, c'est pas comme au cinéma. Vous allez disparaître pour de bon. Mais avant même que j'ai eu le temps d'appuyer sur la détente, je ressens une douleur atroce dans le dos. Ah mon Dieu, j'ai mal. J'ai si mal que j'en lâche mon revolver. Tout tourne autour de moi. Je me retourne. Et c'est alors que dans un brouillard, je vois ce minable de Spener s'avancer vers moi. Un colt fumant à la main. Cette petite vipère m'a tiré dans le dos. J'ai mal, j'ai atrocement mal. Je sens ma vie qui fout le corps. C'est à peine maintenant si je vois Spener prendre Darla dans ses bras. Ah, c'est drôle, ça me rappelle un film. Un film de Darla, précisément. Ça s'appelait Le bras du vengeur. À la fin, au moment où le méchant est sur le point de tuer la fille, elle est sauvée par le petit gars qui l'aime en silence. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais ça, c'était du cinéma. C'était Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, ce n'était plus du cinéma de Donald Hoenig.